l'ambiance de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon. Ils sont 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là? À quels enjeux font-ils face? Quels sont les ressorts qui les ont forgés? Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister et France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madines, France Digital, La French Tech et Neuflis OBC. Vous en voulez plus? Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Bonjour à tous. Après de nombreux créneaux reportés, je crois aujourd'hui que c'est un miracle. Non, c'est un miracle. Notre invité est bien là. Philippe Corot est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Thomas. Et je retrouve mon fidèle compère Olivier Mathieu. Salut Bonjour Olivier. les amis. Bonjour Olivier. Olivier, une fois n'est pas coutume, mais c'est une coutume. Tu vas nous présenter Philippe Corot et Miracle. Oui, alors je me livre, Philippe, à ce petit exercice pour essayer de présenter Miracle à notre audience, et tu auras le droit de m'interrompre ou de me corriger a posteriori. C'est les informations qu'on peut recueillir sur Miracle. Alors, je crois que la société a été créée il y a 9 ans. Je pense que c'était en 2012. Est-ce que tu confirmes que c'est bien 2012? Oui, je confirme. Alors, c'était par Philippe Corot, toi-même, et ton associé Adrien Nussembaum, qui est, je crois, aujourd'hui aux États-Unis. Miracle, donc, c'est un éditeur de solutions marketplace en SaaS B2B. Donc, dans notre jargon, je rappelle qu'une marketplace, une plateforme, c'est une place de marché. Le SaaS, Software as a Service, c'est un logiciel, une solution de logiciel à laquelle on peut accéder en ligne. Et B2B, parce que vous adressez à des clients professionnels. Donc, dans notre jargon, c'est évidemment un référentiel bien connu, mais ça méritait d'être défini pour le plus grand public. Donc, fin 2020, vous avez opéré une levée de fonds record, je crois, de 250 millions d'euros. Je me demande si c'est pas d'ailleurs le record de la French Tech et de toutes les startups françaises. Est-ce que tu confirmes ça aussi? Oui, je confirme. Je crois qu'il n'y a pas eu mieux encore. Non. Donc, ce qui valorise Miracle à plus d'1 milliard d'euros, c'est-à-dire, en fait, ça vous donne ce fameux statut de licorne. Hein, je rappelle, c'est les licornes, c'est cet animal rare, mais également cette start-up rare qui dépasse le milliard de dollars ou d'euros en étant non coté, hein, parce que Miracle n'est pas coté en bourse. Alors, je crois qu'il y a eu 4 levées de fonds en tout, entre 2012, 2015, 2019. Moi, j'ai compté que ça faisait plus de 330 millions d'euros en tout. Vous revendiquez un total de volume d'affaires pour l'année dernière de 3 milliards d'euros sur l'ensemble des places de marché, marketplace ou plateformes que vous opérez. Vous avez quelques gros clients emblématiques comme Fnac, Darty, Carrefour en France, mais également Best Buy aux États-Unis. Tu pourras en citer d'autres. Je crois qu'il y a 350 salariés. Alors peut-être que ça évolue très très vite, puisque je pense qu'au moment de la levée de fonds, vous aviez aussi annoncé vouloir faire 1000 recrutements en plus, dont 300 notamment ingénieurs en France. Ce qui est génial, parce que ça démontre aussi ce qu'on a envie de raconter avec 40 nuances de Next, c'est qu'on crée des emplois et de la valeur pour notre écosystème français et européen, avec un développement international à toute berzingue, on pourrait dire, hein, parce que vous êtes partout dans le monde, et notamment grâce à des investisseurs américains qui vous ont rejoint au dernier tour. Voilà pour la petite présentation. Tu valides tout? Oui, je valide tout. Alors, pour les investisseurs qui nous ont rejoints, en 2019, c'est des investisseurs américains. En 2020, ce sont des investisseurs qui se qualifient d'eux-mêmes comme étant des investisseurs internationaux, parce que c'est le fonds Permira, qui est basé partout dans le monde, en fait. D'accord. Je vous propose qu'on revienne sur les origines de Miracle, juste après ce jingle. Pitch, oh mon pitch. Pitch, oh mon pitch. Pitch au mon pitch. D'accord. Tu sais que dans le domaine des startups, on est habitué en tant qu'entrepreneur à dire ou écouter ou à raconter son histoire, donc son pitch, en très peu de temps, quand on a envie de lever des fonds, vendre son entreprise, etc. Alors comment est-ce que toi tu présentais Miracle, ou comment vous présentiez avec Adrien Miracle il y a 9 ans? Quel était le pitch? Qu'est-ce qui accrochait? Comment est-ce que tu expliquais la différence et votre ambition? Et qu'est-ce qui n'est plus dit aujourd'hui quand tu pitches Miracle? Alors, déjà, aujourd'hui, c'est plus la peine d'expliquer ce que c'est qu'une marketplace, globalement, alors que il y a encore quelques années, c'était indispensable d'expliquer ce qu'était une marketplace. Alors évidemment pas à Olivier Mathieu qui connaît ça par cœur et qui a découvert ça même avant nous, mais pour beaucoup d'interlocuteurs que nous avions, le modèle de plateforme ou le modèle de marketplace n'était pas très clair.
Ça, aujourd'hui, c'est plus nécessaire de l'expliquer. Après, comment on pitchait Miracle? Tout simplement, on expliquait le fait qu'il y avait une transformation importante des business models qui est en train de s'opérer, d'un modèle historique, classique, qu'on qualifiait de pipeline, c'est-à-dire des gens qui achetaient des produits ou des services et qui revendaient ces produits et services, à des modèles de plateforme où, en fait, on crée des écosystèmes de partenaires, de vendeurs, de prestataires, qu'on met en relation avec des écosystèmes de clients. Donc, en présenté comme ça, c'est pas toujours très explicite, mais si on regarde le principe de fonctionnement et le business model de tous les géants du numérique qui ont été créés depuis une vingtaine d'années, ils reposent quasiment tous sur ce modèle. Amazon, Alibaba, Rakuten, évidemment, mais aussi Uber, Airbnb, Farfetch, etc. Donc, c'est ce modèle que nous, on expliquait. Et ce modèle, il repose sur une technologie. Le rôle de Miracle, c'est de fournir cette technologie. Justement, le sujet, tu le disais, certains font cette techno eux-mêmes, en interne. Vous la démocratisez au plus grand nombre. Oui, alors... Il y a une limite de taille? Non, oui, alors c'était vrai à l'époque. J'ai envie de dire, il y a quelques dizaines d'années, mais quand même pas. Mais en tout cas, il y a plus d'une dizaine d'années, quand il n'y avait pas de solution logicielle, quand Miracle n'existait pas, ceux qui souhaitaient opérer une marketplace n'avaient pas d'autre choix que de développer eux-mêmes. Maintenant, la sophistication de ces business models, l'exigence des différents intervenants, qu'ils soient vendeurs, partenaires, prestataires, font que les technologies ont atteint un tel niveau de sophistication que c'est beaucoup plus compliqué pour un retailer, un distributeur ou un acteur du B2B de développer alors que ça n'est pas son métier. Éditeur de logiciels, c'est un métier. Développer du soft, c'est un métier. Aujourd'hui, nous investissons beaucoup dedans. Les équipes techniques de Miracle, c'est 150 personnes. Elles vont passer à 450 personnes qui ne font que développer cet outil de plateforme, cet outil de marketplace. C'est quoi les contraintes techno? Pardon, je te coupe. Elles sont multiples. C'est d'abord être capable d'être scalable, absorber des grosses volumétries, parce que les business models de plateforme sont des business models de volume, volume de produits, volume de clients, volume de vendeurs, sont des volumes. Et quand on parle de système d'information, la volumétrie, c'est souvent un bottleneck. Donc ça, c'est le premier sujet. Après, il faut savoir, il y a des questions de sécurité, il y a des questions d'être capable de développer des systèmes pour gérer la qualité de service des marchands, des systèmes qui permettent de s'interfacer avec des milliers de systèmes d'information différents, ce qui est capable de faire Miracle, d'être capable de automatiser un maximum de tâches, parce que ce sont aussi comme je disais, c'est des métiers de volume. Et si vous devez traiter manuellement des métiers de volume, ça nécessite de recruter beaucoup de gens pour faire des tâches ingrates. Les algorithmes que nous développons permettent de faciliter le travail de nos clients et donc d'avoir des modèles qui sont beaucoup plus scalables, beaucoup plus facilement et beaucoup plus rentables. Aujourd'hui, et Olivier l'a très bien raconté, Miracle, c'est une réussite, vous vous étendez, vous vous développez. Est-ce qu'il y a quand même, malgré tout, encore un sujet techno sur lequel vous butez, comme beaucoup d'autres butent peut-être? Non, aujourd'hui, il n'y a pas de sujet techno sur lequel on bute. Le seul sujet techno sur lequel on bute, c'est qu'on souhaiterait pouvoir recruter encore plus vite que ce que nous le faisons pour nous permettre de développer toujours plus de fonctionnalités pour nos clients et leur permettre de développer leur volume d'affaires. On peut pas dire aujourd'hui qu'il y a un sujet technologique sur lequel on bute. Et recruter encore plus vite, on va s'attarder peut-être une seconde sur cette question parce qu'elle est importante. J'ai aussi moi la casquette de vice-président de France Digital, donc on se pose la question du recrutement. Donc on parle du recrutement des talents. Oui. Et très souvent, alors, tu as employé le terme de bottleneck. Je retraduis en français, c'est toujours mon rôle de vulgariser. Il y a le petit Robert et le grand Mathieu. Oui. Donc, en gros, il y a des endroits effectivement où ça peut coincer, et donc ça peut être le maillon faible d'une certaine manière. Et le recrutement, est-ce que c'est un recrutement problématique qui se pose particulièrement en France, parce que c'est ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas assez d'ingénieurs en France, pas assez de métiers techniques, il faut les former, je dirais maintenant à marche forcée. Est-ce que vous le voyez ailleurs dans le monde, puisque tu as une surface international aujourd'hui? Oui, c'est un sujet qui est international, surtout lorsque on a des critères d'exigence de qualité qui sont les nôtres. Le recrutement de profils très qualifiés, très experts sur les métiers de l'informatique ou du numérique sont rares partout dans le monde. C'est un sujet général. Nous, on a fait le choix d'avoir un produit made in France.
Donc toutes nos R&D est basée en France, à Paris et à Bordeaux. Mais le problème de ce bottleneck, on le retrouve partout dans le monde. D'accord. Et du coup, est-ce que vous avez un rôle, tu trouves, est-ce qu'il y a des messages que tu veux faire passer en même temps là-dessus? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette situation? Parce il y a une sorte de paradoxe quand même, en dehors de la crise actuelle qui est un peu particulière, cette crise du sanitaire et Covid, mais de manière un peu plus structurelle et non conjoncturelle. On a le sentiment qu'effectivement, il y a beaucoup de chômage dans nos pays occidentaux et en France, et en même temps, il y a beaucoup d'emplois qui sont pas finalement satisfaits ou remplis parce qu'il manque de talent. Donc, comment est-ce que tu vois les choses? Je pense que l'importance du numérique, de l'informatique à l'école est cruciale. Je pense qu'il faudrait sensibiliser et familiariser beaucoup plus tôt les jeunes et les étudiants à ces outils-là. Je pense qu'on devrait apprendre le langage informatique comme on apprend une langue étrangère. Très tôt. Ouais, et voilà, à notre génération, ça ne se faisait pas du tout. Ouais. Et je pense que c'est une nécessité. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est plus utile de parler le Java que beaucoup d'autres langages qu'on peut apprendre à l'école. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire de ce côté-là. Je pense que sur la formation, l'éducation, à l'informatique d'une manière générale, il y a des progrès à faire. Je pense que beaucoup d'écoles sont quand même sous-équipées aujourd'hui, et il y a un travail à faire de ce côté-là. Je reviens, si tu veux bien, sur la question du business model. Il y a le business model de plateforme que tu évoquais. J'aimerais bien que tu nous expliques peut-être de manière un peu plus concrète, précise et de quoi il s'agit, quelles en sont les limites, quelles en sont les opportunités. Et puis évidemment, parler de votre business model à vous. Vous-même, vous n'êtes pas une plateforme, vous les mettez à disposition. Donc le business model plateforme et le business model de Mirakl. Donc, comme je le disais, le business model de plateforme, c'est un business model d'intermédiation. Et donc, majoritairement, le business model des plateformes, c'est de prendre une commission sur les ventes. Si vous regardez la majorité des business models qui sont opérés par les clients de Mirakl, ce sont des commissions sur vente. Il y a une moyenne sur les commissions? Non, il n'y a pas de moyenne. Il n'y a pas de moyenne, c'est extrêmement variable si on se parle de services ou de produits, si on se parle de produits électroniques ou de produits fashion. Si on est dans le B2B, on a des clients qui sont dans le B2B où ils vendent du mobilier, où ils vendent des services aux entreprises. Donc vraiment, il n'y a pas de moyenne. On peut pas définir de moyenne. Mais le business model, c'est majoritairement ça, c'est des commissions sur les transactions qui sont opérées sur la plateforme. C'est aussi comme ça que fonctionnent d'autres plateformes que vous connaissez comme Uber ou Airbnb, qui sont des plateformes, ou Deliveroo, c'est majoritairement comme ça. Et nous, notre business model à nous, il est aligné sur celui de nos clients. C'est pour ça que on est attaché à la réussite de nos clients et qu'on leur apporte non seulement une technologie, mais aussi une expertise pour les former à ce nouveau métier, pour les accompagner dans la mise en place de leur marketplace. Et donc, on a aussi un business model qui est basé sur une commission que nous prélevons sur le chiffre d'affaires qui est généré par nos clients. C'est ce qu'on appelle du win-win, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, on est payé que s'il y a effectivement une transaction. Exactement. On a pas mal de questions de nos partenaires autour de la concurrence. Je te propose au choix la question de Madines ou les questions cumulées de Laurent Garret de Neuflize et Philippe Mabi de La Tribune qui se rejoignent un peu. Je dois choisir? Oui. Madines? Allez, c'est parti. Vous avez un message. Bonjour. Cdiscount a annoncé son ambition de lancer sa marketplace B2B en avril prochain. Comment est-ce que vous percevez l'arrivée de ce concurrent? On n'est jamais le mieux placé pour parler de ses concurrents. Je déroge pas à la règle. Comment est-ce que je vois ça? Écoutez, moi, je connais Emmanuel Grenier depuis longtemps. J'aime beaucoup Emmanuel Grenier. C'est un grand professionnel du retail. Voilà, je leur souhaite bonne chance dans cette aventure. Ça, c'est un discours très politique, mais c'est normal, c'est de bonne guerre. Dans la réalité, peut-être, ce qu'il peut y avoir, c'est qu'on peut imaginer, là, je dis ça en tant que ancien professionnel à la fois du secteur du e-commerce et des places de marché. On rappelle que tu avais cofondé Price Minister. Oui, mais bon. Après, ce qui est vrai, c'est vrai qu'Emmanuel Grenier, c'est un très bon dirigeant de plateforme de e-commerce, etc. Après, il faut voir effectivement si une entreprise qui a certains atouts, parce qu'ils connaissent le métier, donc ils connaissent ce que c'est que vendre un produit,
mettre en relation un acheteur et un vendeur. Est-ce qu'effectivement, après, une entreprise a vocation à faire les deux, la techno, c'est-à-dire parce qu'après, bon, c'est sûr que très souvent, on est bon dans un domaine et on est connu pour quelque chose, et quand on commence à se disperser, c'est pas toujours évident après de gérer ses propres priorités, y compris dans un roadmap technique. Oui, alors encore une fois, je veux pas parler de mes concurrents et encore moins de ces discounts dont j'apprécie beaucoup le patron, mais si on s'extrait, si on fait un peu d'histoire du logiciel, et si on s'extrait du sujet juste de la marketplace, des industriels d'un domaine ou des opérateurs d'un domaine qui se lancent dans le logiciel, ça n'a jamais marché. En général, quand ils ont des difficultés sur leur corps modèle, ils essayent de softwareiser, de vendre leurs services. Il n'y a pas de cas où ça a fonctionné. Est-ce qu'il n'y a pas un contre-exemple qui serait celui d'Amazon, qui est au départ plutôt site de e-commerce et qui aujourd'hui également prestataire de cloud computing, donc prestataire de solutions technologiques mis à disposition des clients externes? Non, puisqu'en fait, je pense que ce n'est pas comparable. D'abord parce que quand ils ont créé AWS, ils l'ont vraiment créé comme une entreprise à part qui exploitait certains actifs d'Amazon, mais le métier en tant que tel d'AWS n'a rien à voir avec celui d'Amazon. Ils ne se sont pas dit on va créer une plateforme e-commerce ou on va créer une plateforme marketplace. Ils se sont dit on a des actifs qui sont importants, comment est-ce qu'on peut les monétiser? Et ils se sont dit on va développer ce métier-là. Et même si, d'ailleurs, donc ce sont deux situations qui n'ont strictement rien à voir. Mais c'est intéressant quand même de noter qu'on parle beaucoup d'AWS, mais ce qui fait le succès d'Amazon, c'est pas AWS, c'est sa marketplace. Et il y avait une étude qui a été faite par je sais plus quelle banque américaine qui analysait la capitalisation boursière d'Amazon et qui démontrait que, en fait, plus des 3/4 ou plus de la moitié ou les 3/4 de sa capitalisation boursière venaient de sa marketplace et non pas de ses autres activités qui sont multiples. Il y a les ventes directes, il y a la vidéo, il y a AWS, alors qu'AWS est souvent considéré comme étant le point fort d'Amazon. C'est une erreur d'analyse. Son point fort, c'est vraiment la marketplace et les analystes le démontrent toujours, ça. Et maintenant, il y a leurs propres produits sous leur nouvelle marque. Amazon Basics, ouais. J'entends parler GAFA et on a des questions sur ce sujet, j'imagine que tu t'en doutais. Vous avez un message. Bonjour, votre société a beaucoup travaillé sur la question des marketplaces et a joué un vrai rôle pendant la crise sanitaire pour aider à fédérer un écosystème de marketplaces et aider à sauver les commerçants, à s'organiser sur le digital. Mais Amazon reste, et de loin, le grand dominant de cette activité. À quelles conditions pourriez-vous développer des nouvelles solutions pour être vraiment l'arme anti-Amazon que tout le monde cherche et appelle de ses voeux? Merci. Et je te propose d'écouter tout de suite également Laurent Garret, patron de la banque Neuflis OBC, et tu pourras répondre aux deux. Bonjour Philippe. Devenir le leader de la French Tech française et la 10e licorne française en pleine crise sanitaire, un grand bravo. Avec votre offre Miracle Connect, le LinkedIn des marketplaces comme vous l'appelez, et qui séduit déjà beaucoup d'entreprises, je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'à l'avenir, vous avez pour objectif d'aider ces entreprises à contrer les grands acteurs mondiaux, les GAFA, les BATX comme Amazon, Alibaba, et prendre une part de marché plus importante en portant haut et fort l'étendard français? Voilà ma question. Merci. Alors, c'est deux questions. Donc, je vais essayer de répondre aux deux de manière séquentielle. Alors, sur l'arme anti-Amazon que le modèle marketplace représente pour nos clients et c'est réel, c'est concret. D'ailleurs, vous remarquerez que les chiffres d'Amazon en 2020 n'étaient pas très bons. Ils ont connu une croissance inférieure à celle du marché, alors que tous nos clients ont connu une croissance supérieure. Donc, on voit que cet effet d'arme anti-Amazon fonctionne, puisque partout où Miracle est fort, Amazon l'est moins. Donc, de ce côté-là, je pense que nous allons arriver à redonner aux e-commerçants et aux commerçants français, B2C et B2B, j'insiste là-dessus, parce que beaucoup d'acteurs du B2B n'ont pas encore bien conscience de ce qui est en train de se passer. Donc, je pense qu'il est important de les sensibiliser pour éviter de se retrouver dans des situations où tout simplement ils vont disparaître, ils vont se faire manger ou disparaître. Et s'ils veulent se défendre, comme l'ont fait beaucoup de retailers B2C qui ont connu, grâce à Miracle et grâce à leur marketplace, une croissance
forte en 2020, je pense qu'ils vont devoir se mettre au modèle de marketplace. Est-ce que l'anti-Amazon, c'est une multitude de marketplaces ou c'est une grosse marketplace opérée ou pas d'ailleurs par Mirakl, sur laquelle on trouve finalement l'ensemble des produits qu'on peut chercher à n'importe quel moment et qui deviennent finalement le seul réflexe possible face à Amazon? Moi, je crois pas à un monde bipolaire. On en est sorti il y a quelques décennies maintenant et je pense que c'est une bonne chose. Je crois pas au monopole parce que chaque client a des attentes différentes. Chaque client souhaite une expérience d'achat différente et c'est ça l'enjeu aujourd'hui pour un retailer, c'est être capable de proposer une alternative. Jusqu'à présent, avant l'essor des marketplaces, et notamment en France, il n'y avait pas d'alternative parce que le client, qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche à trouver le produit qu'il veut au meilleur prix avec la meilleure qualité de service. Et le modèle marketplace permet de faire bénéficier aux clients de ça. Aujourd'hui, qu'il y a de plus en plus de marketplaces, forcément, les clients, ils ont le choix. Après, ce qui fera la différence, c'est l'expérience. C'est la navigation, c'est la ligne éditoriale, c'est le métier de commerçant, c'est sa relation avec son client. Et donc, on revient aux fondamentaux. Et là-dessus, c'est là où, justement, grâce à cette arme et grâce à cet outil, les commerçants historiques qui ont ce savoir-faire-là, parce que c'est leur métier de parler à leurs clients, s'ils acceptent d'utiliser ces nouveaux outils, ils vont gagner. Enfin, il n'y a pas de doute, c'est sûr. En revanche, ceux qui ne le font pas, ceux qui n'adoptent pas, ceux qui refusent de se numériser, de se digitaliser, qui n'adoptent pas ce nouveau business model, ils vont mourir. Et ils vont dire, c'est le Covid, c'est la crise, c'est machin. Pas du tout. C'est leur manque de vision, c'est leur manque de volonté de se transformer, c'est leur manque d'adopter des nouvelles technologies et d'adopter ces nouveaux business models qui sont la demande de leurs clients. Donc, et s'ils ne le font pas, ils vont mourir. Et je vous le dis d'avance, ils diront... on n'a pas su gérer la crise du Covid, on est mort à cause du Covid, on est mort à cause de ci, à cause de ça. Non, ils seront morts parce qu'ils n'auront pas investi assez dans les technologies, ils n'auront pas investi assez dans leur transformation digitale. Et transformation digitale, ça veut pas dire faire de la pub sur Google. Transformation digitale, c'est comment est-ce que mon business model est transformé par ces nouvelles technologies. Et les plateformes sont souvent une réponse à ça. Mais est-ce que quand vous, en tant que Mirakl, vous proposez donc une solution logicielle à différents distributeurs qui sont eux-mêmes concurrents entre eux, vous leur proposez pas la même réponse chacun et du coup, à un moment donné, est-ce qu'il y a pas des zones de conflit d'intérêts que vous pouvez avoir vous en tant que prestataire ? Alors, d'abord, non, parce que nous, on est très vigilants à la protection des données, à la protection des informations de nos clients. Depuis très tôt dans l'histoire de Mirakl, on a travaillé pour des entreprises qui sont concurrentes. Donc, on a mis en œuvre des Chinese Walls, une protection des données de nos clients. Et après, nous, ce qu'on fournit, c'est un outil, une expertise, un savoir-faire. Après, chacun est libre, j'ai envie de dire, d'en faire ce qu'il veut et justement d'imaginer l'expérience client qu'il veut. Et c'est là où se fait la différence. La différence, c'est pas l'outil, c'est l'usage qu'on en fait. Si on prend l'analogie avec une voiture, si je te donne une voiture extrêmement rapide, tu la conduiras peut-être bien ou moins bien que Lewis Hamilton. Voilà. Donc là, c'est pareil. C'est là où le savoir-faire entre en jeu. Nous, on fournit l'outil. La main, c'est notre client. La comparaison avec la Formule 1 est pas mal. Philippe, tu as convaincu un grand nombre d'entrepreneurs, notamment en B2B à travers ce podcast, de passer, en tout cas de se poser la question du sujet des plateformes. Est-ce que tu pourrais lister peut-être 3 façons de planter son projet de plateforme ? 3 façons de planter son projet de plateforme. Alors déjà, ça va être pas. Alors j'essaie de bien comprendre la question, mais c'est une autre manière de dire comment réussir, mais qui est toujours plus intéressante. Alors comment réussir son projet de plateforme ? La première chose, c'est que un projet de plateforme, il doit être dans l'ADN de l'entreprise et répondre à la stratégie de l'entreprise. C'est ce que je disais. C'est la première chose. La stratégie est mauvaise. Si la stratégie est mauvaise, projet de plateforme réussi ou pas, ça marchera pas. La deuxième chose importante dans un projet de plateforme, et ça rejoint un peu la question sur la concurrence, c'est qu'il faut avoir le bon partenaire technique, parce que ça repose beaucoup sur la solution technique. Et il faut être sûr d'avoir un partenaire qui est pérenne, qui a fait ses preuves et qui sait apporter aux clients justement. Pardonne-moi, mais un mauvais partenaire technique, il se passe quoi avec ma plateforme ? Ça décolle jamais.
parce que les marchands peuvent pas se brancher ou parce qu'ils ne veulent pas se brancher, parce que les commandes passent pas, parce qu'ils n'ont pas les outils pour répondre aux clients, parce qu'ils n'ont pas les outils pour gérer la qualité de service, parce qu'ils sont obligés de recruter 250 personnes pour regarder ce qui se passe sur la plateforme, pour la monitorer, et donc du coup le business model n'y est pas, parce qu'ils peuvent pas avoir les relations commerciales et contractuelles avec les vendeurs qu'ils veulent, parce qu'ils peuvent pas appliquer les règles de commission qu'ils veulent, parce que les retours sont mal gérés, parce que il y a plus de 1 millier de fonctionnalités sur la plateforme Miracle. Je vais pas te faire la liste maintenant. On a bien compris. Parce que la plateforme tombe dès qu'il y a un peu de volume et que du coup, c'est un bon pitch. Parfait. Il y a plein de raisons, mais c'est intéressant comme question parce qu'au début, justement, on croit, non, mais une marketplace, c'est facile. Il suffit de brancher des flux. Voilà, un vendeur, 2-3 vendeurs, hop, on branche. Olivier qui a connu ça, il sait que c'est beaucoup plus complexe que ça, que en plus les vendeurs ont atteint un niveau de sophistication et d'exigence pour travailler sur les plateformes qui n'a rien à voir avec des outils simples à mettre en œuvre. Donc il faut de l'expérience, il faut de la techno. Donc c'est le deuxième point, c'est effectivement avoir la bonne technologie, parce que la mauvaise technologie c'est une garantie d'échec. Une bonne technologie c'est pas une garantie de succès, mais une mauvaise technologie c'est une garantie d'échec. Et est-ce que au-delà de donc tu choisis ton prestataire technique et ensuite si je travaille avec Miracle aujourd'hui, est-ce que vous fournissez des services supplémentaires, par exemple le service après-vente ou des choses qui sont peut-être moins technologiques mais qui accompagnent le succès de la plateforme dans la relation client? Évidemment, et c'est le troisième point, c'est qu'aujourd'hui une plateforme lancer une plateforme, c'est un métier et c'est souvent un nouveau métier pour nos clients. Et nous on vient leur aussi l'aider à se transformer sur ces sujets-là, à gérer le changement et à apprendre ce nouveau métier qui est souvent extrêmement différent de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et on a plein d'outils aussi à notre disposition pour ça. Il y a nos équipes Client Success qui rejoignent les équipes de nos clients pour les former. On a la Miracle University qui sont aussi là pour former les équipes de nos clients. Alors on intervient aussi en amont. On a une équipe qui s'appelle la Platform Advisory Team qui est là pour travailler à la stratégie de plateforme avec nos clients. On suit au fur et à mesure du lancement que les bonnes pratiques sont respectées. On les conseille, on leur suggère des opérations, des actions pour faire en sorte que leur plateforme soit un succès. Et on a des exemples ça je peux le communiquer parce qu'ils l'ont communiqué eux-mêmes publiquement, de certains clients comme Conforama ou Darty qui n'étaient pas forcément partis dans la bonne direction quand ils ont lancé leur marketplace. Et grâce à nos équipes, on a su réorienter le projet et en faire les succès que c'est aujourd'hui, puisque sans trahir de secret, ils sont dans les plus grosses marketplaces françaises. On aime bien avec Olivier montrer que même les plus belles réussites ont commencé petits. Donc si on revient au tout début, est-ce que tu peux donner le chiffre d'affaires de la première année déjà? Le piège. Tu te rappelles plus ou tu veux pas? Je m'en souviens plus. Petit. Tout petit. Tout petit. Le chiffre d'affaires de la première année, c'était tout petit. Premier moment de risque où tu sens que c'est pas gagné? Alors je vais vous raconter une histoire. Malheureusement, je ne peux pas le citer le nom et je vais vous expliquer pourquoi, mais ils se reconnaîtront. Lorsqu'on a démarré Miracle avec Adrien et qu'on a conçu ce projet, j'avais un client en tête. Je me suis dit mais c'est pour eux, c'est forcément pour eux, ça va le faire, etc. Et quelques mois après le lancement, ils ont fait ce que je pensais qu'ils allaient faire, ils ont lancé un appel d'offres. Et on a perdu cet appel d'offres. Et là, je me souviens, je me suis dit sur Adrien, je me suis dit, mais si on peut, si c'est peu, ne viennent pas, on arrête, on va, ça sert à rien, on perd notre temps, c'est pas possible. Et puis bon, avec la résilience de l'entrepreneur et sa capacité à encaisser les coups, et aussi, j'insiste, l'esprit d'équipe, parce que c'est des moments qui sont impossibles à traverser tout seul, donc c'est là où c'est important d'être en équipe. Et on a tenu, et puis au final on a signé d'autres clients, et ce fameux client que je ne peux pas citer, on l'a signé en 2020. Donc bien plus tard. Donc quelques années après, on l'a signé et on est à la fois heureux et fiers de l'avoir signé. Et j'espère qu'on pourra vous communiquer le nom de ce client rapidement, mais voilà, c'était À défaut de communiquer son nom, le nom Miracle, la marque, quoi, c'était à l'époque, c'était un pur miracle d'arriver à monter. Oui, parce que c'est à la fois un clin d'œil avec la solution Miracle quand on parle de solution logicielle. On parle Miracle parce que on voulait la rime avec Oracle, qui est un de nos modèles en termes de boîte de logiciel, soft, exactement. D'entrepreneuriat aussi, enfin à plein niveau. Donc on trouvait ça rigolo.
Voilà, on aime bien un peu le second degré dans un logo et un nom. Vous voyez, notre logo, il est plus austère. On a voulu quelque chose de plus qui fait plus classique, plus éditeur de soft à l'ancienne, entre guillemets. Tout c'est important d'être austère quand on est éditeur. Disons que quand on démarre et qu'on vend de l'enterprise software à des grosses boîtes, il faut faire sérieux. Il faut rassurer les DSI, il faut rassurer les directeurs informatiques. C'est exactement ça. Alors avec la question de Philippe Maby de la Tribune, on a commencé à aborder un peu le point de la crise, donc peut-être qu'on peut lancer notre petit jingle préféré. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. On a pris l'habitude des interventions du président Macron ou du Premier ministre autour de la crise, mais on se rappelle quand même cette première intervention qui nous a, le 16 mars dernier, donc il y a plus d'un an maintenant, poussé dans cette situation de confinement et sans débat politique. Ça a quand même créé un raz-de-marée économique avec beaucoup de craintes, d'angoisse, etc. pour beaucoup de petits business. Comment est-ce que vous avez traversé ça? Je pense qu'on va faire assez bref, parce que tout le monde connaît la situation économique, mais ce qui est intéressant, en particulier pour Miracle, c'est que non seulement vous avez fait une levée de fonds dans une période de crise, vous avez probablement répondu à des besoins autour de la question du e-commerce qui, en période de confinement, répond aussi à un certain nombre d'attentes du point de vue des consommateurs. Et puis il y a aussi l'entreprise Miracle en tant que telle et la culture d'entreprise, parce que là on est dans tes bureaux et merci de nous recevoir et on voit il y a quand même beaucoup de bureaux qui sont pas occupés parce que les gens sont aussi en télétravail. Donc tout ça c'est un ensemble et ça nous intéresse de t'entendre sur ce sujet. Bon, alors encore, il y a plusieurs questions en une. Alors, je vais essayer d'y répondre à toutes. Donc déjà, sur la période sur la première période de confinement, ça a été effectivement, comme pour beaucoup, un peu une claque qu'on s'est pris, parce il a fallu, tout le monde a changé son mode de vie en 48 heures. Nous, on a eu la chance de pouvoir très tôt travailler sur un projet justement à la demande du gouvernement qui permettait de mettre en relation les hôpitaux et les EHPAD avec les industriels qui étaient capables de fournir du gel hydroalcoolique. Donc ça nous a permis en fait très tôt dans cette période de stress de mobiliser nos efforts et nos équipes sur un projet qui avait du sens, qui était le projet stopcovid19.fr et qui a permis aux hôpitaux, aux EHPAD de récupérer des millions de litres de gel hydroalcoolique, des millions de masques, etc. dans une période où il y avait une pénurie. Donc déjà, nous, ça nous a aussi permis de démontrer qu'avec Miracle, on pouvait lancer une marketplace en 48 heures, ce qui est aussi une démonstration intéressante, et de permettre d'apporter notre pierre à l'édifice et notre soutien dans une période qui était extrêmement difficile et stressante pour tout le monde. Aujourd'hui, on la regarde avec un petit peu de recul, mais à l'époque, c'était quand même très stressant. On croyait on savait pas ce qui allait se passer. Aujourd'hui, on a appris à vivre avec parce qu'on est. Et est-ce qu'un an après, ça continue de fonctionner? Stop Covid-19, oui, ça continue de fonctionner. En tant que place de marché sur les produits directement liés à la crise sanitaire. La plateforme continue de fonctionner. Comme il n'y a plus cette problématique de pénurie, les volumes sont inférieurs. Et puis nous, on n'a pas vocation à opérer une plateforme non plus. C'est pas du tout notre métier, mais on la laisse active tant que ça répond à un besoin. Mais j'espère évidemment qu'elle fermera le plus vite possible. Mais pour répondre à ta question, c'est vrai que en fait, pendant cette période, le modèle marketplace, et Stop Covid-19 en est aussi une illustration, le modèle marketplace a montré son efficacité et sa résilience quelque part, puisque quand il y a des problèmes de source d'approvisionnement, quand il y a des problèmes de stock sur des produits, quand il y a des problèmes aussi de catégories de produits qu'on n'adresse pas forcément pour répondre à un besoin immédiat, la marketplace elle répond tout de suite. Et du coup c'est ça qui a séduit aussi beaucoup de nouveaux clients pendant cette période-là, parce qu'ils ont vu que il leur manquait un truc. Donc c'est ce qui nous a permis de signer pas mal de clients dans cette période et donc de nous développer. Est-ce que, je reste sur cette question des petits commerçants notamment, c'est plus facile de se plugger à une marketplace existante, je sais pas, qui est localisée par exemple, on va retrouver tous les commerçants d'un quartier ou d'une ville, plutôt que de devoir se mettre à créer son site internet, gérer les paiements. Évidemment, et c'est le force des marketplaces. Alors encore une fois, ça veut pas dire que tout le monde a sa place sur le marketplace. Mais encore une fois, on peut même prendre un exemple hors de Miracle. Si vous prenez l'exemple de Deliveroo, par exemple, combien de restaurants aujourd'hui survivent entre guillemets grâce aux plateformes, grâce à Deliveroo? Combien de business ont pu trouver un relais grâce au marketplace et entre guillemets rester ouverts online grâce aux débouchés que leur offraient les différentes marketplaces. Donc oui, après il s'est passé autre chose aussi.
aussi, c'est que cette période de Covid a été une période d'accélération. Il n'y a pas eu d'inversement de tendance. On s'est pas dit, par exemple, l'e-commerce décroît et puis hop, d'un coup, ça se remet à croître grâce au Covid, ou les marketplaces sont en difficulté et puis d'un coup, elles se remettent pas du tout. Ça a été une accélération. On avait déjà ces tendances, étaient très fortes depuis longtemps. Mais là, on a vu en quelques mois ce qui aurait dû se passer en quelques années. Et donc, ça a été une accélération très forte. Mais encore une fois, c'est pas un inversement, ça n'a pas été une inversion de tendance. Ça a été une accélération de la tendance. Donc, les marketplaces, comme elles étaient déjà à l'œuvre depuis quelques mois ou quelques années pour certains, elles ont connu une croissance forte parce que ce sont des modèles qui sont des modèles agiles, résilients, efficaces, rentables et qui apportent de la croissance à nos clients. Je m'interroge, mais du coup, comme tu as un regard à 360 degrés sur ton sujet, est-ce qu'il y a des villes qui ont pris la main sur la mise en place d'une plateforme pour embarquer l'ensemble des commerçants de leur ville? Je pense qu'il y a eu des tentatives. Nous, on n'y a pas participé, donc mais j'ai déjà vu des mails passer comme ça. Après, encore une fois, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une marketplace, il faut qu'elle réponde à une stratégie. Il faut aussi qu'elle soit opérée par quelqu'un dont le métier est d'être commerçant. Et le problème, c'est que ces initiatives, même si les vendeurs sont des commerçants, les opérateurs, eux, ne sont pas toujours des commerçants. Et donc, du coup, ça peut pas être un succès colossal. Il faut pas non plus, je vais pas vous dire que c'est le modèle marketplace qui va sauver les petits commerces et que les disquaires ne vont pas disparaître grâce au marketplace. C'est pas vrai. Alors oui, aujourd'hui, si vous voulez acheter des disques, c'est plus simple de le faire sur une marketplace parce que dans toute la France, vous avez accès peut-être à un petit disquaire. Moi, je connaissais un petit disquaire qui est à Lille. Et du coup, voilà, lui, il peut vendre dans toute la France grâce au marketplace. Maintenant, c'est pas pour ça que les gens vont se mettre à acheter plus de disques. Ouais. Enfin, disons que la marketplace, on peut dire de manière un peu technique, c'est qu'elle accroît la zone de chalandise du commerçant en lui donnant accès à une offre non localisée, multiple. Et c'est vrai que dans un commerce spécialisé, si on croise une dimension géographique un peu limitée et un secteur un peu limité, forcément, on n'a pas beaucoup de clients. En revanche, la marketplace ouvre ça. Exactement. Et quand on est dans des environnements plus complexes, dans des périodes plus complexes, ces commerçants dont Olivier parle, qui sont déjà sur des marchés de niche, c'est les premiers à mourir. Alors que s'ils sont présents sur les marketplaces, là, ça leur donne des nouveaux débouchés. Et comme en plus, c'est des périodes où elles connaissent un essor fort, forcément, elles ont le double effet bénéfique. On va passer au sujet de l'avenir. Mais avant ça, c'est l'heure du bilan. Ah. Vous avez un message. Vous avez un message. Miracle est connu comme la startup qui a réalisé la plus grande levée de l'histoire de la French Tech, 300 millions en 2020. Alors, j'ai envie que tu nous dises, Philippe, quel est le milestone pro ou perso de 2020 dont tu es réellement le plus fier? Tu reconnais qui te pose la question? Là, c'est Kat, non? Oui, donc Kat Bollangan qui est la patronne de la French Tech en France. Donc le milestone pro dont on est le plus fier, c'est évidemment le lancement de stopcovid19.fr qui a permis d'apporter des solutions aux hôpitaux, aux EHPAD qui étaient dans l'embarras, pour parler poliment, et c'était une question presque de survie, j'ai envie de dire, parce qu'on avait des gens qui étaient malades, des médecins qui avaient manqué de produits, de matériaux. Donc, c'est évidemment on a lancé une marketplace en 48 heures. Et quand je dis on, c'est vraiment les équipes Miracle qui sont mobilisées. Nos équipes, on a créé une team ils ont travaillé jour et nuit pour lancer ce projet. Et c'est évidemment ce dont on est le plus fier. Après, je comprends la fierté de porter un projet comme ça qui répond à des enjeux très concrets de société. L'idée de milestone, c'est vraiment qu'on passe une étape. Il y avait une volonté de peut-être de reconnaissance à l'échelle peut-être plus institutionnelle de Miracle. Non, je pense pas que ce soit une volonté de reconnaissance. En revanche, vraiment dans une période difficile, comme c'était celle des premiers jours du premier confinement, ça nous a permis de mobiliser les équipes. Et puis c'est vrai que de voir ces équipes qui soutiennent un projet, qui le portent, qui sont fiers. Oui, voilà, exactement. Donc oui, c'était quelque chose d'important pour nous. Et puis après, c'est vrai que la deuxième étape qui était une étape importante pour nous, c'est la signature du client dont j'ai parlé tout à l'heure, puisqu'il nous avait laissé une cicatrice. On est impatient de savoir qui c'est, pour te dire. Ouais, et donc ça a été une vraie satisfaction et un vrai milestone aussi, parce que ça fait quelque chose d'important. Ça a changé d'interlocuteur chez eux entre le moment où vous auriez voulu le gagner et vous aviez perdu cet appel d'offres et
maintenant la signature de ce client qu'on découvrira bientôt. Souvent dans ces boîtes, toutes les équipes changent complètement. Ça se décide à quel niveau d'ailleurs? C'est qui vos interlocuteurs? Direction générale. Direction générale, le lancement d'une marketplace, comme je disais, c'est vraiment une évolution du cœur de la stratégie, donc c'est vraiment direction générale. Après, c'est vrai que la levée de fonds, c'était un milestone évidemment pro, perso, enfin l'ensemble, parce que quand on est entrepreneur, le pro et le perso ils se mélangent, et c'était un milestone important parce que Miracle était plutôt une entreprise qui restait un petit peu, comme on dit, sous le radar. Et cette levée de fonds nous a donné un éclairage qui est bénéfique pour les équipes aussi, parce que c'est vrai que quand vous dites que vous travaillez chez Miracle et les gens ils disent mais Miracle on connaît pas. Bon c'est bien. Maintenant, il y a un peu plus de gens qui connaissent Miracle. Voilà, il y a eu la levée de fonds qui était annoncée par le président de la République. C'est quand même unique. C'est quand même aussi une reconnaissance du travail accompli par les équipes pour le long de toutes ces années une lumière à un instant T qu'il mérite. Il faut pas non plus, c'est qu'une étape, hein. Faut pas, c'est pas, je veux dire, on n'est pas au haut de l'Everest. C'est une étape franchie, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Eh ben, on va parcourir tranquillement le chemin vers l'avenir. Je te l'annonçais avec Olivier, on s'intéresse aussi à la vision des entrepreneurs du Next 40 sur l'après. Dans quel monde allons-nous vivre? On en parle. Alors bon, le monde d'après, c'est une question qui nous préoccupe. 40 nuances de Next, c'est ça aussi, c'est le Next. Parce que vous êtes dans Next 40, c'est la fédération des champions hein, de la French Tech, mais c'est aussi tous les futurs possibles. Et nous, ça nous intéresse parce que souvent les très bons entrepreneurs comme toi, ils ont aussi un point de vue sur la société et qu'est-ce qu'il faut changer pour que tout aille mieux, comment on peut mieux travailler ensemble, comment est-ce qu'on peut améliorer son impact en tant qu'entreprise, en tant que citoyen, etc. Est-ce que toi, tu vois des grands changements sur ton secteur et sur ton marché qui te disent que effectivement, il y a des enseignements de cette crise qui font que peut-être on reviendra pas de manière amnésique au monde d'avant? Oui, je pense que il y a quand même une vision qui est beaucoup plus globalisée des choses. Aujourd'hui, on a vu comment est-ce qu'un problème qui s'est produit au fin fond de la Chine a eu un impact mondial et a touché tout le monde dans son quotidien, dans vraiment sa vie personnelle, professionnelle. Donc je pense qu'il y a quand même une prise de conscience que beaucoup de nos enjeux aujourd'hui sont internationaux et que beaucoup de nos enjeux sont internationaux, et que beaucoup de nos challenges sont internationaux et que beaucoup de choses doivent se faire en coopération avec d'autres pays. On le voit sur les vaccins, on le voit sur que l'Europe n'a peut-être pas n'a peut-être pas agi comme il faudrait peut-être à un instant T, mais en tout cas, c'est nécessaire de travailler à la construction européenne, c'est nécessaire d'être plus fort au niveau mondial, c'est nécessaire de travailler avec nos partenaires. Et là, c'est intéressant parce que le monde entier s'est retrouvé un peu comme dans les films de science-fiction, le monde entier s'est retrouvé face à un ennemi commun. C'est un peu Independence Day. Oui, c'est vrai. Un ennemi venu de l'espace. Exactement. Et donc, on cherche encore Will Smith. C'est peut-être Emmanuel Macron qui nous sauve. D'ailleurs, à ce sujet-là, on le voit que la France aussi, de ce côté-là, s'en sort plutôt bien. Moi, j'entends pas mal de critiques sur ce que fait on entend des critiques sur les décisions, sur ce que fait le gouvernement, sur comment il communique, mais si on regarde factuellement les chiffres, la France s'en tire plutôt très bien. Elle s'en tire plutôt mieux que beaucoup de pays. Alors oui, peut-être moins bien qu'Israël, peut-être moins bien que l'Angleterre, mais chaque pays a ses contraintes, a ses histoires aussi différentes et a ses opportunités qui sont pas les mêmes. Mais la France s'en tire quand même globalement plutôt bien. Donc je pense qu'un des enseignements, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est global. Ça rejoint aussi le modèle des plateformes, parce que souvent, les modèles de plateformes sont aussi des modèles qui sont globaux, qui travaillent sur l'interconnexion de prestataires ou de vendeurs qui peuvent se situer partout dans le monde pour apporter une solution ou un produit à un client qui est à un autre endroit du monde. Donc aujourd'hui, on doit raisonner de manière globale, internationale. Mais est-ce que dans ce raisonnement global international, qui est déjà un peu dans l'ADN de Miracle depuis le départ, est-ce qu'il y a des choses que tu penses devoir remettre en cause? Peut-être pas. Hein, il y a pas d'obligation, j'ai pas de jugement moral ou quoi que ce soit. Mais parfois, on est en train d'entendre des voix un peu discordantes parce que nous, on valorise beaucoup dans la French Tech, France Digital, etc. La Silicon Valley, l'hypercroissance, la globalisation. Et donc, est-ce qu'il y a une façon raisonnée ou raisonnable est-ce qu'il faut remettre en cause, en fait, en quelque sorte, des schémas de pensée?
l'hypercroissance, le développement derrière, c'est de l'innovation, c'est des emplois, c'est beaucoup de choses positives. Il y a une chose sur laquelle il faut être vigilant, et je pense que tout le monde en a conscience, et peut-être que cette crise en a donné une conscience encore plus forte, c'est évidemment le développement durable. C'est qu'on peut pas se permettre d'agir comme si il nous restait... on est obligé de faire attention à nos ressources, de faire attention à comment quelles sont les bases sur lesquelles se pose ce développement de l'hypercroissance, et est-ce que ça ne se fait pas au détriment de l'environnement globalement et donc de la qualité de vie de l'être humain. Je crois que c'est ça un des principaux enseignements aussi. C'est une hypercroissance. Je pense que oui, globale, internationale, je pense que c'est nécessaire, mais qui ne se fait pas au détriment du développement et du bien-être de l'être humain, et partout dans le monde. Pas uniquement à Paris, dans le 16e arrondissement, où nous avons nos bureaux, y compris en Chine, y compris en Birmanie, comme on le voit aujourd'hui, en Thaïlande, à Hong Kong, aux États-Unis, etc. Tu évoquais la force du collectif, de l'écosystème, et c'est vrai que dans la vie, c'est un peu comme le yin et le yang. Quand il y a une force qui pousse d'un côté, il y en a une autre opposée qui pousse aussi plus fort. On voit beaucoup de replis, beaucoup de sujets plus identitaires qui poussent aussi. Est-ce que c'est des sujets que tu observes de loin? Est-ce qu'il y a des sujets qui te font peur en tant que citoyen et peut-être même entrepreneur? On vit une crise sanitaire. On fait tout pour éviter la crise économique. Il y a quand même une contraction du PIB, donc il y a forcément une part de crise là-dedans. Les crises, on sait aussi ce que ça donne. Ça crée des tensions entre des pays, des tensions entre des communautés, des tensions entre des gens. Donc, il faut être évidemment extrêmement vigilant à ce que ça ne dégénère pas, comme on l'a déjà vu au cours de l'histoire. Mais ça, c'est un sujet, comme vous dites, de citoyen qui est pas lié. C'est pas spécifiquement un sujet d'entrepreneur. C'est un sujet de citoyen. Moi, je pense que je vois quand même des choses qui vont dans le bon sens. C'est qu'aujourd'hui, on relève des choses qui peut-être auraient moins été visibles il y a quelques années. On voit ce qui se passe sur tout ce qui est lutte contre le racisme. Donc tout ça sont des points positifs. On se voit ce qui se passe dans tout ce qui est l'égalité homme-femme. Ce sont des points positifs. On voit des affiches dans Paris sur ce sujet-là. On voit il y a des procès en cours. Et je pense que tout ça, malgré tout, va dans le bon sens. Alors, ça peut s'inquiéter parce que du coup, ça leur donne une lumière forte et on se dit, c'est terrible, il y a tout ça qui se passe. Mais c'est justement le fait que ça soit mis en lumière qui fait que on en a conscience et que du coup, on va pouvoir résoudre le problème. Parce que pour résoudre un problème, il faut l'identifier. Et si on considère que, comme moi, que le racisme est un gros problème, que l'égalité, que parfois dans certains pays, dans certaines entreprises, le manque d'égalité de droits entre les hommes et les femmes est un gros problème. Je pense que le fait de chercher à résoudre ces problèmes-là fait qu'on va dans le bon sens. On a eu un mot du citoyen et de l'homme, Philippe Corot, ça tombe bien. On arrive à la fin de cette première partie et on va passer avec Olivier Mathieu et notre invité Philippe Corot à la seconde partie de son podcast consacré à l'homme, avec un grand H. L'homme derrière ou devant l'entrepreneur. Moi, c'est sympa votre truc, hein. C'est des compliments, des trucs, je fais toutes les semaines. C'est bien parce que vous savez, on a tout flatteur vite dépend de celui qui l'écoute. Je sais. Tu me demandais le business model. Après, ça. On a le contrat. D'accord. Ça tombe bien. Après, je dois partir rapidement. 40 nuances de Next. The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.